Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis. J'espère que vous avez la patate mardi 28 avril 2026, semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux. Alors, vous le savez, vous qui me suivez depuis un certain nombre d'années, une semaine peut être très chargée sur le plan des fondamentaux sans pour autant devenir décisive. Parfois, il ne se passe rien parce que voilà, les informations sont déjà intégrées dans les cours. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est qu'une semaine décisive? Des signaux, il y en a en permanence. Alors, si l'on entend par décisif quelque chose de moyen long terme, forcément, je sais pas, ce n'est pas chaque semaine que l'on donne ce type de signaux, mais une semaine peut être aussi décisive parce qu'elle agglomère des signaux fondamentaux et techniques à venir de différentes natures et qui arrivent en même temps. Bon, dans ces cas-là, elle est décisive par rapport à la masse d'informations qui arrivent, macro, micro, géopolitique, technique. Justement, c'est le cas cette semaine. Je liste les choses, pas forcément dans l'ordre, comme elles me viennent à l'esprit. Tout d'abord, bien sûr, la géopolitique, la diplomatie, États-Unis, Iran, ouverture ou non du détroit d'Ormuz, reprise ou non des opérations militaires, accord ou non sur le nucléaire, tout ça, ça tombe chaque heure, chaque jour, au gré des informations, à droite, à gauche, au milieu, au nord, au sud, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, dans la Voie lactée, au-delà de notre Voie lactée. Bref, la géopolitique, ça tombe en permanence, c'est super incertain, super volatile, mais ça reste le facteur fondamental dominant. Ensuite, cette semaine, alors elle est importante, pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle décision de politique monétaire de la Fed, et oui, on l'oublie presque, le marché n'a Dieu que pour la géopolitique. La Fed arrive cette semaine, mercredi 29 avril. Quelles sont les attentes? Mais en fait, ce qui est important, c'est que ce mercredi 29 avril pourrait être la dernière décision de politique monétaire présidée par Jérôme Powell. Jérôme, au revoir. Jérôme, bon vent. Passons à Kevin Warsh. Et justement, allons-nous passer à Kevin Warsh alors que le processus de validation de Kevin Warsh est en cours auprès du Sénat des États-Unis, qu'il devrait y avoir cette semaine un vote au sein du comité de la commission bancaire du Sénat US. Alors, est-ce que Kevin Warsh sera à la tête de la Fed à partir du 16 mai, puisque le mandat de l'ami Powell se termine le 15 mai? C'est assez serré, il y aura peut-être du retard. Bon, en tous les cas, les choses avancent un peu plus favorablement d'ailleurs que ce qu'on pensait, puisque certains sénateurs qui envisageaient de bloquer sa nomination n'envisagent plus de le faire, mais c'est encore chaud. Donc, à suivre cette semaine, à la fois la décision de politique monétaire de la Fed, bien sûr, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire sur cette remontée de l'inflation nominale, comment elle se projette, comment se projette le FOMC, et puis au parallèle, l'arrivée de Kevin Warsh. Donc ça va être intéressant parce que si Kevin Warsh, cette semaine, est bien validé par la commission bancaire du Sénat US, ça y est, il va enfin endosser son costume, sa petite veste de Shadow Fetcher, et puis Popo, lui, s'en va. Alors, est-ce que Jérôme Powell va rester dans le FOMC? Enfin, il y a plein de choses. Donc la fête cette semaine, à cela s'ajoute les résultats des Magnificent Seven, tous cette semaine, sauf Nvidia. Alors, Nvidia, ça reste quand même majeur, forcément. Hein. C'est le représentant du secteur de la tech, version IA, version data center, mais tous les autres publient leurs résultats. Donc cette semaine, c'est majeur, sachant que si des indices boursiers, si le S&P 500 fait de nouveaux records historiques, c'est parce que le secteur de la tech a été payé massivement et partout dans le monde entier, pas que le secteur de la tech US, en Asie, en Europe, partout. Donc, résultat des Magnificent Seven. Donc, la Fed, Kevin Warsh, résultat des Magnificent Seven, la géopolitique. Bon, voilà, écoutez, forcément, là, c'est une semaine qui est chargée. Donc, justement, première partie, qu'est-ce qu'on fait? J'oublierai pas bien sûr Bitcoin quand même, hein, parce que c'est quand même le Cryptos Technical Briefing. Je vous donne le plan. Et donc, première partie, je commencerai par la Fed. Et si la Fed restait plus accommodante que ce que certains collapsologues annoncent? Moi, je pense que la Fed va nous surprendre. Elle ne montera pas les taux, ni cette semaine, ni ces prochaines semaines. Je vais en dire un mot. Deuxième partie rapide, je vous montre quelques graphes intéressants sur la tech et les Magnificent Seven. Troisième partie, le S&P 500, à nouveau sur des records historiques. Où en est-il sur le plan technique? Et est-il à nouveau trop cher sur le plan des fondamentaux? Vous allez voir, il y a quelques bonnes surprises. Ensuite, quatrième partie, le cycle macro est-il menacé par tous les événements depuis fin février, le blocage du détroit, les pénuries, les stocks, etc., etc., le prix du pétrole? Il y a un indicateur qui tombe cette semaine, vendredi 1er mai, donc ne partez pas en vacances, ne partez pas en congé trop loin, puisque le 1er mai, il y a des stats qui tombent, il y en a une, c'est du lourd, et je vous explique pourquoi.
Ensuite, bon bah forcément, CTB oblige, on va peut-être parler un peu du Bitcoin. Le short squeeze qui a permis en fait à Bitcoin d'être bullish depuis le début des opérations militaires, beaucoup plus que les indices boursiers, il a mis une claque aux métaux précieux. Est-ce qu'il va se terminer, ce short squeeze, alors que les 80 000 $ sont une résistance majeure? Je refais un point technique complet sur Bitcoin, et puis bien sûr je dis un mot sur les alts. Bienvenue, nouvelle édition du CTB. L'actualité géopolitique récente a démontré l'interdépendance entre toutes les classes d'actifs en bourse. Oh certes, le cours du Bitcoin a affiché sa relative résilience, mais vous auriez aimé par exemple vous couvrir sur le prix du pétrole en bourse, ou encore exploiter la volatilité des indices boursiers, ou encore aller chercher du refuge du côté de l'or, voire exploiter les mouvements sur le marché des changes, notamment le dollar américain qui s'est apprécié. Imaginez une plateforme qui rassemble le trading de toutes ces classes d'actifs via les contrats à terme, produits à effet de levier. Ne cherchez plus, n'imaginez plus, puisqu'elle existe, vous la connaissez, c'est Kraken Pro, qui rassemble sur la même plateforme le trading des contrats perpétuels crypto, avec en plus les contrats à terme sur toutes les classes d'actifs, indices boursiers du marché actions, marché d'échange, le fameux forex, marché des matières premières, l'or, le pétrole, etc., le marché obligataire, tout ça depuis une même plateforme. Trading des contrats à terme crypto, trading des contrats à terme de la finance traditionnelle, contrats à terme TradFi, tout ça depuis une même plateforme. C'est le service Kraken Pro. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les cryptos, dans le format 23/5 pour la finance traditionnelle. Chers amis, allons faire un tour ensemble sur la plateforme Kraken Pro. Je suis sur Kraken Pro, tous les services Kraken Pro s'inscrivent dans le cadre réglementaire européen MiFID II. Toutes les classes d'actifs sont disponibles depuis une seule plateforme, crypto-monnaie, et donc la section TradeFi Futures, accéder aux contrats à terme de toutes les classes d'actifs, énergie, marché d'échange, matières premières agricoles, les indices boursiers, les taux d'intérêt d'autres matières premières agricoles, les métaux, les obligations. Chers amis, testez par vous-même le service Kraken Pro parce que c'est complètement gratuit. Et puis, ouvrez votre compte pour pouvoir trader toutes les classes d'actifs depuis une plateforme unique. C'est parti, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis ce mercredi 29 avril. Donc, le marché n'attend pas il n'y a pas de mise à jour des prévisions macroéconomiques de la Fed, conférence de presse de Jérôme Powell, communiqué de presse, les taux d'intérêt bien sûr ne devraient pas baisser, la probabilité est de 0%, le taux actuel de la Fed est de 3,75, enfin dans l'intervalle 3,50-3,75. Le taux de la Fed est de 3,75, aucune baisse de taux attendue avant fin 2027, oui vous m'avez bien entendu fin 2027, mais tout ça peut changer du jour au lendemain en fonction de l'actualité géopolitique, donc n'en tenez pas vraiment compte. En réalité, ce qui est important, c'est que cette décision de politique monétaire du 29 avril devrait être la dernière décision de politique monétaire présidée par Jérôme Powell, puisque le processus de validation de Kevin Warsh est en cours et est en phase d'accélération, parce que, si vous voulez, c'est un processus bipartisan. La validation de Kevin Warsh, elle est décidée au Sénat des États-Unis, d'abord en commission bancaire et ensuite en séance plénière. En commission bancaire, dernier obstacle a été levé, c'était en plus de la part d'un sénateur républicain, bref, qui souhaitait que soient arrêtées les poursuites contre Jérôme Powell. Donc, normalement, si tout va bien, cette semaine, c'est le vote en commission bancaire. La semaine prochaine, ça peut aller vite, le vote en séance plénière. Et donc, oui, même si c'est incertain, il y a une bonne probabilité que l'ami Warsh et que Popo partent donc le vendredi 15 mai. Et donc que Kevin Warsh soit à la tête de la Fed dès le 16 mai. Et alors derrière, le FOMC reste en place, mais c'est donc un vote de plus en faveur de Trump. Le président de la Fed a un certain nombre de pouvoirs, il n'a pas de droit de veto, mais c'est lui qui fait pencher la balance en cas d'égalité, il a de l'influence, etc. Bon. En tout cas, c'est un pas de plus vers, je ne vais pas dire la prise de contrôle de la Fed par la Maison-Blanche, mais vous comprenez bien donc que Kevin Warsh n'a pas été nommé par Donald Trump pour monter les taux. Donc, et si la Fed de Kevin Warsh restait accommodante, il y a un certain nombre de raisons qui permettent de le croire, même si là, lorsqu'on regarde le prix du pétrole, qui est toujours en zone d'alerte rouge technique, ou même le prix du gaz, ou même le prix de l'urée,
Je ne repasse pas en revue tous ces éléments-là, vous les connaissez par cœur, mais effectivement, il y a de quoi, en fait, si vous voulez, l'impact, il a été sur l'inflation nominale. Je vais vous montrer ici quelques datas. L'inflation nominale, elle est montée à 3,3 selon le CPI, parce que mathématiquement, elle est calculée en grande partie sur le prix du pétrole, sur le prix du gaz. L'inflation alimentaire, on ne la voit pas encore. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas encore, l'inflation alimentaire, alors que pourtant le prix de l'urée s'envole? Je vous montre le prix de l'urée. Donc là, c'est l'engrais urée. Voilà, donc là, c'est le prix de l'engrais urée granular. Ça ressemble à ça. Dit du Moyen-Orient, il est coté en dollars. Donc vous voyez bien l'envolée depuis les opérations militaires du 28 février. Et on est presque sur les niveaux qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc là, vous vous dites, mince, on va se taper de l'inflation alimentaire. La chose, c'est que l'engrais urée intervient dans l'inflation alimentaire, c'est au moment des semis. Les semis n'ont pas lieu au même moment, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. C'est pas la même chose pour toutes les cultures. Donc, et de toute façon, tout ça est différé, puisque c'est de l'inflation, c'est un coût variable au moment des semis. Et ensuite, il faut attendre quelques mois pour la récolte, la distribution. Donc effectivement, ça fera de l'inflation alimentaire. Mais je vous rappelle que dans l'inflation nominale, vous avez certes l'énergie et l'inflation alimentaire, mais dans l'inflation sous-jacente, vous n'avez pas ces éléments dits volatiles, et l'inflation sous-jacente, elle reste parfaitement plate, parce que derrière, il y a plein d'autres pressions des inflationnistes. Donc, et si la Fed restait accommodante, déjà je vous rappelle, et souvenez-vous, que depuis la fin de l'année 2025, le bilan de la Fed est à nouveau en hausse. Le bilan de la Fed est en hausse, pourquoi? Parce que la Fed a lancé un QE technique. La Fed a lancé un QE technique pour maintenir à flot la liquidité du marché monétaire. D'ailleurs, le M2 américain fait un nouveau record historique. Donc il y a en fait déjà une politique monétaire non conventionnelle qui n'est pas restrictive, qui a même rebasculé légèrement accommodante, et ça ne changera pas. Donc l'interrogation que nous avons, c'est sur les taux d'intérêt. Lorsque je vois, moi, qu'actuellement le marché n'anticipe pas de baisse de taux avant fin 2027, je dis c'est n'importe quoi. Ma conviction reste qu'il y aura le retour de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, peut-être même avant la fin de l'année 2026. Bon, en tout cas, c'est la dernière de Jérôme. Alors, si franchement, la prochaine décision de politique monétaire, ensuite, c'est le 17 juin. Si ce n'est pas Kevin Warsh à la tête de la Fed le 17 juin, c'est qu'il y a eu un blocage politique cette semaine ou la semaine prochaine. Mais là, c'est pas parti pour, les choses semblent se débloquer. Donc tout cela sera passionnant, et bien sûr que l'idée est toujours de se dire que d'ici fin 2026, ce cadre monétaire porté par la nouvelle Fed va permettre donc la bottomisation finale du BTC pour repartir dans son cycle bullish. Donc oui, cette semaine, alors on peut s'interroger lorsque vous regardez le S&P 500 qui est remonté tout en haut, le S&P 500 qui est remonté tout en haut, en grande partie grâce au secteur de la tech. On montre ici le secteur de la tech US, le S&P 500 Information Technology, et au sein du secteur de la tech, vous avez le compartiment des semi-conducteurs, mais regardez-moi ça, mes amis, ça c'est digne d'une crypto, c'est digne d'une alt, c'est digne d'un shitcoin, et non, c'est le SOX Index Philadelphia Semiconductor, c'est l'indice des semi-conducteurs. C'est là, on est au cœur, si vous voulez, de la thématique de l'intelligence artificielle. Bon, c'est incroyable, ce mouvement. Franchement, est-ce que quelqu'un a eu le temps de l'acheter? Ça a droppé entre le 24 février et le 30 mars, et pouf, c'est reparti direct. La thématique de l'IA, de la mémoire vive IA, et peut-être même de l'ordinateur quantique, toutes les stars de la tech, Nvidia, Microsoft, IBM, Amazon, les Magnificent Seven. Les résultats incroyables, il y a eu, je crois, la semaine dernière, les résultats de SK Hynix, qui est le leader mondial de la mémoire vive IA. Voilà, et qui continue de s'envoler. Donc, voilà, ce conflit géopolitique, fin mars, eh bien, a été l'opportunité pour les flux de capitaux de s'investir sur ce secteur de la tech qui continue de mener la danse, et sans lequel jamais les indices boursiers ne seraient remontés au niveau actuel. Et donc justement, cette semaine, eh bien, ce sont les résultats des Magnificent Seven, les Mag 7, notamment mercredi 29 avril. Mercredi 29 avril, c'est quand? C'est demain quand j'enregistre cette vidéo, avec les résultats de Google, de Microsoft, d'Amazon, de Meta.
Alors, il n'y a pas cette semaine les résultats de Nvidia, ça viendra. Et c'est important de les suivre, ces résultats de Nvidia. Pour quelles raisons? C'est important de les suivre parce que ça, ce sont les toutes dernières anticipations des analystes financiers. Et j'ai trouvé intéressant de noter que, alors oui, au premier trimestre 2026, tout le monde attend à ce que ce soit à nouveau les Magnificent Seven qui poussent la croissance des bénéfices. Le S&P 500 493 est ici, donc S&P 500 moins les Magnificent Seven, ça fait le S&P 593. Mais lorsque l'on retire Nvidia, donc Nvidia qui fabrique les GPU qui vont permettre aux data centers de tourner et derrière de produire tous les services d'intelligence artificielle, notamment les agents conversationnels que vous connaissez toutes et tous. Bon, lorsqu'on retire Nvidia, regardez bien l'histogramme, eh bien les Magnificent 7, en fait les Magnificent 6, passent sous la profondeur de la cote, sous le reste des 493 valeurs. Donc ça montre bien qu'on est archi branché sur le secteur de la tech, certes, mais vraiment sur le compartiment de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs. Ça reste, alors pour certains c'est une bulle depuis des mois, mais c'est là où il y a les capex, c'est là où il y a de l'investissement, c'est là où on attend du retour sur investissement. Bref, c'est là où les capitaux vont, c'est là où le marché continue de s'investir, c'est là où le marché est le plus cher, mais tout en restant haussier, et ce qui permet aux indices de se reprendre. Donc là, ça va être majeur parce que mercredi 29, ils publient donc tous leurs résultats sauf Nvidia, mais bon, c'est quand même important, il y a tout le reste. Hein. Et si vous voulez, il n'y a pas le droit à l'erreur en fait, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc résultat des Magnificent 7, le S&P 500 qui se retrouve tout en haut. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, le S&P 500 est-il à nouveau trop cher alors qu'il est revenu sur son record historique, il a même dépassé son record historique, poussé par le secteur de la tech. Le S&P 500 est-il à nouveau trop cher? On peut regarder du côté des indicateurs de valorisation. Alors oui, au passage, oui, ce graphique, je voulais vous montrer au début, j'ai oublié. C'est le... Rappelez-vous, moi je vous avais proposé des baromètres du risque géopolitique. Dans les baromètres du risque géopolitique, je mets le prix du pétrole, le prix du gaz naturel, le prix de l'engrais urée et j'estime être le baromètre ultime, à savoir le nombre de bateaux qui traversent le détroit d'Ormuz. Et ben on est toujours à zéro, enfin pas loin de zéro. Ben, c'est normal, hein, ça. Il y a l'Iran qui bloque côté ouest et le blocus américain côté est. Et c'est vrai que c'est complètement incroyable cette décorrélation entre la réalité concrète de la situation géopolitique, la réalité concrète de la pression macroéconomique qui est illustrée par le graphique qui est sous vos yeux, et en face de ça, le S&P 500 qui est remonté tout en haut, et en face de ça, le secteur des semi-conducteurs qui nous fait, je veux dire, regardez le graphique mensuel. Ça, c'est la bougie du mois d'avril. C'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable. Donc voilà. Alors, à un moment ou un autre, bien sûr que de toute façon, toute la communauté des économistes s'accorde à dire pour dire que si le détroit n'ouvre pas d'ici le milieu du mois de mai, si le flux ne reprend pas comme avant, même la tech finira par retomber. En tout cas, pour le moment, c'est ce qui explique cette remontée complètement folle des marchés. Alors, est-ce que le S&P 500 est revenu dans une zone de cherté relative? Eh bien, il y a plusieurs approches, et la réponse est nuancée. Non, le S&P 500 n'est pas revenu aussi cher fondamentalement, alors qu'il évolue donc. Il est revenu sur un record historique. J'arrive pour Bitcoin, j'en parle à la fin. Oui, il n'y a pas que Bitcoin dans la vie. Bitcoin, de toute façon, il est coincé entre 75 et 80, mais j'arrive. Le S&P 500 est revenu donc fait un nouveau record. La question c'est, avant le début des opérations militaires fin février, il était cher fondamentalement. C'est-à-dire la valorisation boursière, son rapport entre le prix du marché et des indicateurs de valorisation, le chiffre d'affaires, les bénéfices futurs, les bénéfices passés, il y a plein de façons de calculer la cherté d'un marché.
Et il y en a notamment une qui est intéressante, c'est le prix du marché rapporté aux bénéfices futurs. Pour ça, regardez le price earning forward. Eh bien, ce qui est intéressant de noter, c'est que le prix du marché rapporté aux bénéfices futurs, donc nous avons atteint en début d'année, oui, il y a eu donc le marché est revenu à 23, donc ça c'est quand même très fort. 23, c'était le record ici de 2020. PE forward à 23, et là le marché revient, fait un nouveau record, mais le PE forward n'est que de 21. Ça montre à quel point les bénéfices anticipés sont stratosphériques. Donc même si le marché fait un nouveau record, en termes de PE forward, nous ne sommes pas revenus au record, parce que ce qu'on attend comme bénéfice est tellement incroyable que finalement le marché est moins cher. Il est fondamentalement moins cher ici qu'il ne l'était ici. Ça, c'est assez passionnant. D'un point de vue des bénéfices futurs. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas intérêt à se planter sur les bénéfices futurs. Et les bénéfices futurs, c'est pourquoi cette semaine vous avez les résultats des Magnificent Seven. Ce sont les résultats du premier trimestre, mais il y a toujours ce qu'on appelle la forward guidance, les prévisions. Et c'est là où elles vont être obligées systématiquement de confirmer les objectifs, de les relever. Donc c'est sans fin en fait. Et vous pouvez aussi regarder, donc ça ce sont les bénéfices futurs, et il y a une autre façon de représenter la cherté d'un marché, c'est le price earning de Shiller, le prix du marché rapporté aux bénéfices passés. Donc on ne fait pas prévision de bénéfices, ce sont les bénéfices passés, normalisés sur 10 ans, retraités de l'inflation en fait. Donc c'est pas du bullshit, c'est ce qui a vraiment été fait. Le record ever, c'est en 2000, c'est à 44, et là, nous sommes à 40,36. Et moi, je n'arrête pas de me dire depuis des mois qu'il faut d'abord revenir chercher ça pour avoir un vrai stop du marché action. Donc là, il y a encore un peu d'upside. Donc fondamentalement, oui, le S&P 500 est cher, et puis là, à court terme, il est en surachat technique à nouveau, donc moi, je ne serais pas surpris qu'on ait à un moment ou à un autre un mouvement de retour, au moins un retest de cette zone. Bon, mais fondamentalement, on voit que tant qu'il y a des perspectives de bénéfices incroyables, tant que la tech est là, tant que l'IA est là, tant que l'investissement dans les data centers est là, parce que c'est ça qui expose à l'échelle du monde. Dans tous les pays du monde, ça crée des data centers partout, au service de l'intelligence artificielle. Bon. Et puis à côté de ça, vous avez aussi la thématique de l'ordinateur quantique. Alors là, on se projette encore sur 5, 10, 15 ans, 20 ans, mais qui elle aussi rassemble des capex énormes. Les capex, ce sont donc les coûts d'investissement. Le cycle macroéconomique est-il menacé par la géopolitique? Donc, alors, là oui, on peut se dire le prix du pétrole, ralentissement économique, certains postes de consommation qui vont ralentir, l'économie qui se met à l'arrêt, parce que justement le prix de l'énergie est plus élevé. Oui, ça, ce sont des choses, en fait, c'est le facteur temps qui va jouer. Bon, on peut toujours faire des scénarios. Il y a un indicateur qui ne ment pas et qui est publié ce vendredi 1er mai. Donc justement, partez pas en week-end de 3 jours trop loin, hein. Enfin bon, Internet où on veut. C'est le PMI manufacturier de l'ISM. PMI manufacturier de l'ISM aux États-Unis. Donc l'ISM qui produit le PMI, donc Purchasing Manager Index, un indicateur avancé. Voilà, dans le secteur manufacturier, c'est ce qui est le plus respecté aux États-Unis. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, avant le début des opérations militaires, il y a eu une rupture haussière. Il y a eu une poussée, un retour au-dessus de 50. Donc il y a eu une accélération du cycle industriel à partir de fin 2025. Et la grande crainte des économistes, c'est que les événements actuels au Moyen-Orient, le prix de l'énergie, d'éventuelles pénuries, viennent casser ce début de redémarrage du cycle industriel, qui était en ralentissement depuis maintenant 2 ans. Donc ça, c'est bien sûr le PMI manufacturier des États-Unis, mais il est très lié au PMI manufacturier mondial. Donc ça va être très intéressant de voir comment les industriels se projettent, parce que c'est basé sur la confiance des directeurs d'achat ici dans l'industrie. Et si vous voulez, si ce baromètre se maintient à un niveau intéressant, en tout cas au-dessus de 50, qu'il n'est pas cassé dans ce qu'il a proposé sur les 3 derniers mois, eh bien ce sera plutôt un facteur encourageant, qui montre que le secteur manufacturier a de la résilience et qui considère que la crise géopolitique ne sera qu'une parenthèse et que derrière ça peut redémarrer facilement. Donc ça, c'est un chiffre important à suivre ce vendredi 1er mai. Je termine donc par Bitcoin. Le short squeeze est-il terminé? Donc ça, c'est quelque chose
que je vous ai pas mal expliqué depuis maintenant 2 mois. La grande différence, tout le monde s'attendait avec le conflit au Moyen-Orient, la baisse des indices, le prix de l'énergie, etc., à ce que se répète ce scénario-là. Impulsion, range, impulsion, range, impulsion. Cette baisse à 50-60K qui n'a pas eu lieu à cause du positionnement, puisque en fait dans toute cette phase de range, et notamment depuis ici, ce sont les positions short qui ont dominé. Donc il y a eu ici une reprise, en partie liée à un short squeeze, mais de manière très modérée. Le marché bloque pour le moment à 80K. Le marché bloque à 80K, pourquoi? Parce qu'il est bloqué par ce gap baissier. Gap baissier ici sur le contrat futur Bitcoin du CME, donc le contrat traité par les institutionnels aux États-Unis. C'est la résistance des 80K. Bon, ça bloque ici. Pour le moment, le marché rejette. 80K, c'est aussi cette résistance. Ici, changement de polarité. Le bottom ici du 21 novembre. Voilà, c'est un point de cassure. Le marché bloque à proximité. Pourquoi pas tout à fait? Parce que aussi c'est une résistance du système Ishimoku. Vous avez ici la lagging span qui bloque sur le Bitcoin classique. Sur le Bitcoin CME, là il y a vraiment tout. Il y a la SSB du système Ishimoku, le gap à 80K, la SSB qui bloque. Donc voilà, c'est une résistance majeure. Je peux y ajouter à ça les enseignements du marché des options sur BTC. C'est le call wall 80K. C'est vraiment la résistance extrême. Et ces 80K, eh bien, sont potentiellement le point de fin de reprise. Et donc derrière un bear market qui peut se poursuivre. Mais ce n'est pas cette conviction, quelque chose me gêne. Il y a une différence notable entre ici et ici. La différence, elle est toujours dans le positionnement à effet de levier. Ici, vous avez les données de funding qui vont nous permettre de bien comprendre le positionnement sur les contrats futurs perpétuels Bitcoin. En blanc, vous reconnaissez la courbe de Bitcoin depuis le bear market de fin octobre. L'histogramme de couleur, ce sont les données de funding qui permettent de mesurer le sens des positions à effet de levier. Vous voyez bien que fin janvier, ça payait à mort. Il y avait quasiment que des positions longues. Et ces positions longues ont été prises à contre-pied, elles ont été chassées, prise de stop. Et cette prise de stop a déclenché l'énorme drop de début février. Sauf que entre ici et ici, le positionnement est strictement, j'insiste, entre ici et ici, le positionnement est strictement et radicalement opposé. Puisque ce sont les positions short qui dominent, qui écrasent tout, sans aucun débat possible. Un montant de position short, que vous indique ici l'histogramme, aussi élevé qu'à la fin du bear market, en octobre-novembre 2022. Ces positions short sont massives et n'ont pas été prises à revers. Le positionnement est tellement one way, tellement only à la baisse depuis 3 semaines. Un tel positionnement menace de se faire prendre à revers à la moindre bonne nouvelle fondamentale. Rien n'est acquis. Ce qui pour moi nous protège, c'est que ce drop ici de Bitcoin début février, c'était le débouclage de toutes ces positions longues. Il n'y a pas de position longue à effet de levier à débloquer. Il n'y a pas de position acheteuse à effet de levier à chasser. Ça nous protège d'un drop. Par contre, ça nous protège de l'effondrement à 50K pour le moment. Ça ne nous protège pas d'un range entre 75 et 80. On peut très bien rester entre 75 et 80. D'ailleurs, ce sont les deux bornes qui comptent. Sous 75, ça repart au sud. Allez, 73,5. Le support, c'est 73,5, 75. La résistance, c'est 80K. 73,5, 75, 80K. Pour exploser 73,5, 75 à la baisse et dropper massivement comme ici, il faut des stops, il faut des positions longues à chasser. Il faut des stops de protection qui viennent des ordres de vente au marché. Il faut un montant de position, il faut des positions à effet de levier, il faut de fortes positions ou des ventes offensives. Mais tous les drops majeurs de Bitcoin de son histoire ont été des positions longues à effet de levier débouclées. Sauf que là, ce sont des positions short à effet de levier. Et donc je n'arrête pas de me dire qu'il suffirait d'une petite ouverture fondamentale pour que ces positions short à effet de levier soient chassées. C'est-à-dire que ça pousse au-dessus du gap. Et que ça pousse par exemple à la moyenne mobile à 200 jours.
Là, c'est la frontière entre le bear et la fin du bear. Donc voilà, dans mes hypothèses, on peut avoir le retest de 73-75, et ensuite un rebond à la SMA 200, et peut-être ensuite un retour au sud. On verra bien. Mais moi, tant que... Et en plus, jour après jour, encore ce matin, les vendeurs à effet de levier rajoutent des positions. C'est tellement massif. Si vous voulez, si moi j'avais eu là, l'histogramme rouge, là, si j'avais eu exactement comme fin janvier, c'était pour moi évident qu'on allait dropper à 50K. Là, le positionnement est tellement radicalement opposé que franchement, je ne peux pas faire, je ne peux pas vous dire qu'on va refaire ce schéma-là. Donc voilà, en tout cas pour le moment c'est flat entre 73 et 75 et 80. 80 c'est la résistance majeure, mais attention donc à une chasse au stop potentielle. Voilà, je n'en dirai pas davantage chers amis, merci à toutes et à tous, passez une excellente semaine.